Donc, je vais vous présenter les activités de recherche et l'histoire également de toutes les stratégies qu'on a pu mettre en place pour éviter la prolifération d'organismes sur des surfaces immergées ou en tout cas en contact avec de l'humidité, on va dire. Donc, dans un premier temps, je vais déjà vous montrer pourquoi on veut à tout prix protéger les surfaces contre des bactéries, des micro-organismes, voire des organismes supérieurs. Donc, sur cette diapo, vous voyez différents exemples d'objets qui ont été immergés en milieu marin. Et vous voyez que très rapidement, finalement, on va dire en quelques jours pour les micro-organismes, quelques mois pour des organismes supérieurs, comme des moules, des algues, etc., ces organismes viennent adhérer sur tout objet qui est immergé, quelle que soit sa nature. Et ça pose un certain nombre de problèmes, parce que ça détériore ces objets. On a des phénomènes de vieillissement beaucoup plus rapides, les capteurs ne remplissent plus leurs fonctions, les filets sont chargés, se dégradent également, cassent, etc. Donc en fait, on a tout plein de problèmes avec donc, ces salissures. Alors, quelles sont ces salissures ? Les premières salissures que l'on observe, c'est ce que l'on appelle le biofilm. Alors, le biofilm, en fait, c'est un mode de vie qu'on a découvert assez récemment, finalement, dans l'histoire de la biologie pour les bactéries. On s'est rendu compte que la majorité des bactéries avaient besoin d'adhérer sur un support, donc utiliser un mode de vie dit sessile, c'est-à-dire adhérer, et qu'à partir de là, eh bien, ces bactéries allaient se développer sous forme de colonies, de films. Donc vous avez une image ici obtenue par microscopie en colorant donc, les différents organismes, et vont développer, on le verra un peu plus tard, des compétences extrêmement particulières du fait d'avoir adhéré ensemble sur une surface. Elles vont notamment résister à toutes sortes de décontaminations, de détergents qu'on peut utiliser. Donc, juste pour vous donner un exemple, ces biofilms sont impliqués dans énormément de problèmes sanitaires et industriels. Donc, par exemple, on considère que 60% des maladies nosocomiales, c'est-à-dire des maladies qu'on attrape entre guillemets à l'hôpital, sont liées à ces biofilms. Et si on estime le coût des infections nosocomiales, on sait que c'est d'environ 760 millions d'euros par an en moyenne pour les pays européens. Donc vous voyez que déjà, rien que le fait que des bactéries arrivent à adhérer sur des surfaces, ça pose des problèmes sanitaires énormes. Alors si on va un petit peu plus loin, parce que dans le milieu marin, alors notre malheur, entre guillemets, c'est que la colonisation ne va pas s'arrêter à des micro-organismes, c'est-à-dire à des bactéries. Ça va se poursuivre. Alors avec des microalgues, c'est ce qui vous est présenté sur la gauche de la diapositive, puis avec des organismes supérieurs, c'est-à-dire que pour ces organismes, des larves vont venir s'installer sur la surface, des larves de balanes, donc c'est l'image que vous avez en bas à droite, des spores d'algues ou des moules qui vont venir proliférer sur les surfaces. Donc si on résume pour nous, dans le milieu marin, qu'est-ce qui se passe ? En quelques secondes, il y a des molécules, des particules qui vont venir se déposer sur la surface, la modifier, puis des bactéries qui vont s'organiser petit à petit. Ça va prendre quelques heures. D'accord ? Donc au bout de quelques heures déjà, on a une colonisation bactérienne qui est relativement importante. Et puis, en fait, la biodiversité va augmenter au sein des colonisateurs. Des microalgues vont venir également adhérer sur la surface, en même temps que les bactéries. Et puis ensuite, au bout de quelques jours, puis quelques mois, on va voir donc, des organismes supérieurs se développer. Donc on distingue ce qui est microscopique, on appelle ça le microfouling. Ça se développe, on va dire, en quelques semaines. Du macrofouling qui demande, on va dire, plusieurs mois pour se développer dans des eaux tempérées. À partir du moment où on est dans des eaux tropicales, le phénomène va beaucoup plus vite. Donc justement, c'est la grande difficulté en fait, du travail que l'on a à réaliser, c'est que ces organismes colonisateurs sont extrêmement variables. On en a une très mauvaise connaissance finalement. Et surtout, donc, c'est variable en fonction des saisons. C'est-à-dire que chez nous, par exemple, l'hiver, les organismes qui vont coloniser des surfaces ne seront pas les mêmes qu'au printemps ou en été. Et puis on a une variabilité géographique. Donc là, je vous ai juste mis
on va dire des eaux qui restent relativement tempérées. On avait fait une comparaison entre Lorient et Toulon. On avait immergé 2 plaques, l'une à Lorient et l'autre à Toulon, sur une période de 12 mois, les mêmes 12 mois. Et vous voyez que, par exemple, à Lorient, dans le port du Carnéval, c'est notre site d'immersion, eh bien, on voit qu'il y a des algues, beaucoup d'algues, qui se développent. À l'inverse, à Toulon, ce sont essentiellement des balanes qui viennent se développer. Donc on voit que ça dépend de la saison, ça dépend du site. Donc va falloir que notre stratégie de lutte tienne compte de cette variabilité. Et ça, c'est un paramètre qui est, on va dire, très compliqué pour nous. Alors juste pour vous donner des exemples de conséquences du développement de ces salissures sur les bateaux, déjà. Donc si on prend une carène qui est parfaitement lisse, on va considérer que la traînée de frottement est d'environ 0%. Donc c'est notre référence. À partir du moment où on applique une peinture anti-fouling, on va modifier un petit peu les caractéristiques de surface de la carène et on va perdre un petit peu en propriété hydrodynamique. Pas grand-chose, 1 à 2% de traînée. À partir du moment où la peinture est abîmée, où se développe un fouling léger, donc un micro-fouling, juste des bactéries et des microalgues, c'est-à-dire que vous ne voyez pas forcément ça à l'œil nu. Par contre, quand vous passez la main, vous sentez que c'est gras. Mais ça peut induire une augmentation du frottement de l'ordre de 10% dans les pires des cas. Et puis si on va plus loin, si des algues se développent, 25%, et si vous arrivez à des moules, vous pouvez atteindre 80% d'augmentation de la traînée. Donc c'est quand même une conséquence relativement importante. Alors, du coup, si on résume ça au niveau, on va dire, juste pour l'industrie maritime, donc le fait que les bateaux soient sales, ça induit une consommation de carburant beaucoup plus importante pour maintenir tout simplement la vitesse de croisière des bateaux. Ça augmente aussi la maintenance, ils doivent passer en carénage beaucoup plus régulièrement. Ça permet malheureusement également le transport d'espèces de différentes eaux, c'est-à-dire que les bateaux maintenant voyagent énormément sur le globe, et donc ils peuvent, à partir du moment où une espèce tropicale s'est fixée sur un bateau et qui vient en Europe, évidemment l'espèce a été transportée jusqu'en Europe et va pouvoir éventuellement se développer de manière, on va dire, non contrôlée et devenir une espèce dite invasive. C'est-à-dire que son développement va se faire au détriment d'espèces locales. Enfin, comme les bateaux consomment beaucoup plus de carburant, on a une augmentation de la libération de CO2 liée tout simplement à la combustion dans les moteurs, et donc une augmentation de la libération des gaz à effet de serre. Donc évidemment, pour lutter contre ce biofouling, on utilise toutes sortes de stratégies, et on estime, juste pour l'armée américaine, que toutes les stratégies mises en œuvre coûtent environ 50 millions de dollars par an. Ça, c'est juste pour l'armée américaine. C'est pour vous donner une idée du marché que ça peut représenter. C'est donc un marché, on va dire, industriel, économique, très très important. Alors du coup, qu'est-ce qu'on a imaginé pour éviter cette prolifération qui nous embête beaucoup? Alors c'est une très très vieille histoire. Depuis que les hommes ont mis des bateaux à l'eau, on s'est rendu compte qu'il fallait à tout prix les garder propres. Donc ça a commencé au moment des Phéniciens, des Carthaginois, où là on utilisait des clous de cuivre, du plomb. Les Grecs utilisaient du goudron, de la cire, du plomb également. À partir de, on va dire, 400 ans avant Jésus-Christ, sont apparus ce qu'on appelait les premiers revêtements. C'est-à-dire qu'on ne mettait plus forcément des plaques de cuivre sur les bateaux, parce que ça pesait relativement lourd, mais on a réussi à créer des sortes de pâtes qu'on pouvait appliquer sur les carrés. Alors là, par contre, d'un point de vue écologique, on utilisait des molécules, on va dire, relativement toxiques, donc des dérivés d'arsenic, des dérivés soufrés et ce qu'on appelait de l'huile de Chine. Ensuite, alors on va aller un peu plus vite quand même dans l'histoire. Dans les années 1600, et en fait, on décèle le premier brevet relatif donc, à des peintures anti-fouling qui a été proposé par William Beale en 1625. À partir de là, on a réussi en fait, à incorporer le cuivre dans des peintures, dans des revêtements, et ça a duré jusque dans les années 1970, on va dire, largement. On utilisait en fait des matrices de polymères relativement simples pour faire des peintures,
et puis on mettait du cuivre dedans, et puis c'était relativement efficace. Enfin, voilà, on était contents. Relativement efficace. Évidemment, les chimistes dans les années 70, c'était le plein boom de la chimie dans ces années-là, sans trop de préoccupations environnementales, il faut bien l'avouer, ont proposé des choses encore plus intéressantes. C'était des dérivés à base d'étain. Donc ça, c'est le brevet qui est apparu en 1976. Donc tributyltine, tributylétain. Et on a réussi à greffer des molécules actives, donc à base d'étain, sur des polymères dans les peintures. Et on a obtenu des peintures hyper efficaces. Hyper efficaces et en plus pendant très longtemps, 5 à 10 ans. Donc merveilleux, quoi. On ne pouvait pas rêver mieux. C'était pas cher, facile à faire, hyper efficace. Donc à partir des années 70, ces revêtements-là se sont propagés sur tout le globe. Tout le monde les a utilisés. Et puis, on va le voir après, on s'est rendu compte qu'on avait joué avec le feu, que ces molécules qu'on disait au départ biodégradables, parce que c'était annoncé comme ça, ne l'étaient pas du tout. Et on a vu des impacts environnementaux énormes. Ce qui fait qu'en 2003, l'Organisation internationale maritime, l'IMO, a dit voilà, il va falloir qu'on interdise l'utilisation de ces composés. Ce n'est pas possible, on ne peut pas continuer. On est en train de détruire toute la faune aquatique. Et à partir de 2008, normalement, plus aucun bateau n'est autorisé à circuler à partir du moment où il est peint avec des dérivés d'étain. Donc voilà l'évolution. Et depuis, on cherche d'autres stratégies. On est un peu revenu en arrière, on a réutilisé le cuivre, mais vous allez voir qu'on a mis en place aussi une chimie un peu plus respectueuse de l'environnement. Donc, la question qu'on aurait peut-être dû se poser dès le départ, pour prévenir la colonisation, est-ce qu'il faut tuer ou repousser? Donc initialement, on a pensé que tuer. Et du coup, si on se dit qu'on veut tuer ou repousser, comment on peut s'y prendre? Donc, vous avez sur la partie de gauche ce que l'on appelle les surfaces biocides, donc qui sont représentées en rouge et en jaune. La molécule biocide, c'est-à-dire la molécule qui va tuer, là on cherche à tuer, soit on arrive à l'accrocher à la surface, c'est-à-dire qu'elle ne va pas être libérée dans l'environnement, elle est attachée de manière très solide à la surface, et on va fabriquer ce que l'on appelle des surfaces biocides par contact. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'organisme va venir en contact avec votre bateau, rien que le fait de toucher la molécule, il va mourir. D'accord ? C'est le principe. Bon, on s'est rendu compte, alors ça a été largement étudié, on s'est rendu compte que malheureusement, ça finissait par s'encrasser, alors pas avec les organismes morts, avec d'autres molécules, etc. Et on perdait assez rapidement de l'activité. Donc ces surfaces biocides par contact, dans le milieu marin, en tout cas, on n'a pas réussi à avoir une durée d'action suffisamment intéressante pour que ça puisse conduire à des solutions commerciales. Mais alors du coup, on s'est dit, ça ne marche pas, il va falloir qu'on libère les molécules. Donc ça, c'est la solution en jaune. On imagine des surfaces qui, petit à petit, vont libérer nos molécules toxiques pour venir tuer en fait, les organismes qui sont à proximité. Et ces surfaces ont pour propriété de se dégrader au fur et à mesure pour régénérer leur surface et régénérer, on va dire, le stock de molécules biocides. C'est le principe en fait, qui a été utilisé avec l'étain. Et à la limite, plus on mettait une épaisseur importante de peinture, plus la durée d'action était importante. Et on arrivait comme ça à avoir quelque chose de satisfaisant, d'un point de vue efficacité. Le seul problème, c'est qu'on libère des molécules toxiques dans l'environnement. Donc ça, on va dire que ça représente, peut-être à l'heure actuelle, plus que 75-80% des peintures qui sont proposées. Dans les années 2000, c'était 90-95% des solutions commerciales proposées. Bon, on se rend compte que d'un point de vue scientifique et environnemental, ce n'est pas très satisfaisant. Donc on s'est dit, on va plutôt essayer de les repousser. Non plus de les tuer, mais juste de faire en sorte que la surface est inhospitalière et qu'elles n'aient pas envie de venir s'accrocher sur cette surface. Donc pour ça, on a imaginé différentes choses. On a imaginé de faire des dessins sur ces surfaces. Donc on verra après
le problème de l'échelle, on a essayé de structurer nos surfaces, de leur donner une topographie qui ne plaît pas aux organismes. Donc ça, c'est une première voie qui est toujours explorée. Ensuite, on a essayé, on le verra après également, de repousser les organismes en jouant sur les charges relatives de nos surfaces, donc de jouer sur des répulsions électrostatiques. On sait que globalement, dans le milieu marin, nos organismes sont plutôt chargés négativement. Donc on s'est dit que si on utilisait des surfaces chargées négativement, ça va faire comme deux aimants qui se repoussent. Et on va réussir comme ça à repousser l'organisme. Et puis on s'est dit, ce qui serait sympa aussi, c'est de créer soit une couche d'air, soit une couche d'eau à l'extrême surface de notre carène. Ça ferait comme une couche en fait, que l'organisme ne pourrait pas traverser. C'est ce qu'on appelle un encombrement stérique, c'est-à-dire qu'on crée une gêne et on tient à distance en fait, l'organisme. Donc ça, c'est la dernière voie qui est imaginée, qui est représentée en vert. Donc ces trois dernières voies, c'est ce qu'on appelle les surfaces anti-bioadhésives. Donc comme je vous le disais, les surfaces biocides constituent la solution historique. Donc l'idée est de libérer des molécules, et un organisme vivant qui est en bleu clair ici, qui passe à proximité d'une molécule hyperactive, va tuer l'organisme, il va être tué et il va devenir organisme mort. Donc les molécules antifouling qui ont été testées, voilà, vous avez un exemple. Donc l'étain, largement utilisé donc, pendant 30 ans, le mercure aussi, l'arsenic, et donc plus récemment, parce qu'on trouvait que ces molécules-là étaient un peu trop impactantes, on a utilisé les pesticides et herbicides de l'agriculture, dans des quantités relativement importantes. Voilà. Alors ça c'est le travail qu'on faisait encore relativement récemment. Alors, comment ça se passe? En fait, on formule les peintures avec les différents ingrédients, c'est comme une recette de cuisine. Et puis, le test de référence consiste à immerger des panneaux comme ça dans les ports et voir comment ils sont colonisés. Donc notre port de référence est le port de Carnéval, qui est représenté sur la photo ici. Et on arrive du coup à suivre, que ce soit au niveau microscopique ou macroscopique, la colonisation qui se développe. Donc voilà comment on travaille. Et on travaillait. Donc comme je vous l'ai dit, l'utilisation de molécules biocides, elle s'est faite au détriment en fait, de l'environnement. Donc je vous rappelle, ces molécules à base d'étain sont apparues dans les années 70. Et dès les années 80, on avait déjà des preuves de l'impact néfaste de ces molécules. Et il a fallu attendre 2003 pour que ce soit interdit au niveau mondial. Donc, vous voyez quand même le délai, tout simplement parce qu'on n'avait pas d'autres solutions à proposer aussi. Donc là, vous avez des exemples. Donc, par exemple, l'exemple historique, c'est l'huître. À partir du moment où les huîtres sont exposées à des quantités en étain de l'ordre de 10 nanogrammes par litre, la croissance de l'huître est modifiée. Elle ne va plus faire que de la coquille. Vous voyez, c'est l'huître qui est dessous l'huître normale. Et ce qui fait qu'on avait une diminution de la production des huîtres dans certains bassins, notamment le bassin d'Arcachon, où on est passé de 15 000 tonnes à 3 000 tonnes en 1981. Donc voilà, là on avait une preuve évidente qu'il se passait quelque chose dans le bassin d'Arcachon. Alors maintenant je vous dis, c'est parce que ça arrive à 10 nanogrammes par litre. Le problème c'est que dans les années 80, on ne savait pas doser l'étain dans l'eau de mer à des teneurs de 10 nanogrammes par litre. Parce que 10 nanogrammes par litre, c'est pas grand-chose. Et on n'avait pas les outils analytiques pour le faire. Donc on savait qu'il se passait quelque chose, on se doutait que c'était l'étain, mais bon, voilà, il a fallu progresser d'un point de vue analytique pour comprendre, mettre en évidence donc l'étain à 10 nanogrammes par litre. C'est tout petit, 10 nanogrammes par litre. Alors après, il y a eu un autre exemple. Dans la rade de Brest, on s'est rendu compte que la population des bigorneaux diminuait. Alors pourquoi? Parce que les bigorneaux, en fait, subissaient ce qu'on appelait un imposexe. C'est-à-dire que toutes les femelles devenaient mâles, donc évidemment ils n'arrivaient plus à se reproduire. Donc là vous avez un exemple sur une femelle bigorneau, vous voyez pousser un pénis. Bon.
Tout ça parce qu'il y avait du TBT. Et là, vous voyez que la concentration, elle est encore plus basse. On observe ce phénomène-là à partir de 1 nanogramme par litre. Donc là, au niveau analytique, c'était encore plus compliqué à mettre en évidence. Et puis, plus globalement, si vous utilisez le TBT à très forte dose, 20 mg par litre, là, vous allez jusqu'à tuer les poissons. Donc au départ, quand même, le TBT, il était présenté comme biodégradable, tout simplement parce qu'on n'était pas capable de déterminer des concentrations aussi faibles que ça. Et qu'on n'arrivait pas à déterminer les produits de dégradation. Ce qui fait qu'au départ, on considérait que c'était une molécule tout à fait anodine. Donc, à partir de ces études, quand même, il y a eu une prise de conscience. Donc, les premiers à avoir réagi sont les Européens, qui ont interdit dès 2003 l'usage de ces molécules, mais uniquement pour les bateaux de moins de 25 mètres, c'est-à-dire les bateaux de plaisance, parce qu'on n'avait pas d'autres solutions à proposer pour les gros bateaux. Et une interdiction totale donc en 2008. Alors du coup, ça a fait évoluer la réglementation. Donc actuellement, on est dans une réglementation extrêmement contrainte par rapport à l'utilisation de ces molécules. C'est très bien. Donc au niveau mondial, un nouveau règlement est en train de se mettre en place. Donc c'est le règlement de l'Union européenne, donc c'est la case verte ici, sur les produits biocides. Et le principe, qui est repris au niveau mondial, mais de manière moins stricte, on va dire, qui est sous la forme d'une convention qui a été ratifiée par certains pays, pas par tous, malheureusement. Le principe revient à demander l'autorisation de mettre sur le marché des produits. Cette autorisation de mise sur le marché est valable non seulement pour les biocides, donc ce qu'on appelle les substances actives, mais aussi pour la peinture en elle-même, c'est-à-dire le produit qui vous est vendu en magasin. Et pour obtenir cette autorisation, vous allez voir que c'est une démarche qui est relativement complexe et coûteuse. Donc du coup, quand même, la plupart des industriels font la démarche d'autoriser les solutions historiques, parce qu'ils n'ont pas le choix, mais ils se rendent bien compte qu'il va falloir évoluer, et évoluer vers des systèmes dits biomimetiques, c'est-à-dire qui vont mimer la nature et respecter surtout l'environnement. Donc au niveau de la réglementation européenne, donc ça c'est pour vous rassurer, pour vous montrer que maintenant on ne fait plus n'importe quoi, actuellement, mais du coup ça restreint énormément aussi la chimie, si j'ose dire. Il y a 12 substances qui sont évaluées par l'UE. Donc il n'y a plus que 12 molécules biocides qui, à terme, sont susceptibles d'être utilisées en Europe. Donc le processus est bien avancé. Il y a 10 substances qui ont été validées, une refusée et une toujours en cours d'évaluation. D'ailleurs, ça pose un certain nombre de problèmes pour les industriels. Donc actuellement, tous les fabricants en Europe sont dans la démarche de faire homologuer leurs produits. Donc, et du coup, même si, vous voyez, toutes les règles encore ne sont pas tout à fait bien définies, donc ce qui leur pose quand même pas mal de soucis. Donc là, vous avez la liste des molécules avec lesquelles on a le droit de formuler actuellement des peintures qui libèrent des biocides. Donc, vous voyez qu'on n'invente pas grand-chose parce qu'on a beaucoup de dérivés qui sont à base de cuivre. Donc trois formes à base de cuivre. Le cuivre donc, est autorisé globalement au niveau européen, mais certains pays nordiques l'ont interdit, donc, ce qui réduit encore la liste des molécules autorisées. Et puis on trouve d'autres molécules, ce que l'on appelle des cobiocides, qui sont ni plus ni moins que des pesticides utilisés dans l'agriculture, mais qui ont été défendus par les fabricants pour pouvoir être utilisés en anti-fouling. On va dire que c'est les moins nocifs de tous ceux qui ont été utilisés, avec une certaine activité. Et puis il y a deux molécules, vous voyez, qui sont entourées en noir, en pointillés noirs, qui étaient particulièrement utilisées par les formulateurs, mais qui n'ont pas été défendues, donc qui ne sont plus produites à ces fins, donc qui ne pourront plus les utiliser. Donc si vous faites le bilan pour un fabricant de peinture, il va se retrouver en gros avec une dizaine de molécules, donc ils vont tous utiliser les mêmes molécules. Après, ils vont les mélanger à des proportions différentes, avec des polymères différents, mais globalement, donc,
on va dire, la palette de molécules biocides utilisables est extrêmement restreinte. Alors, pour obtenir l'autorisation de mise sur le marché, qu'est-ce qu'ils doivent présenter comme dossier? Ils doivent présenter des dossiers de toxicité et d'écotoxicité des peintures. Donc, on doit faire des tests, déterminer à quelle concentration ces peintures sont létales pour certains organismes, par exemple. Ils doivent faire preuve de l'efficacité de leurs produits. Ils doivent étudier la persistance et la dégradabilité de leurs produits. Et du coup, si on considère qu'il y a un risque, on va évaluer le risque et éventuellement limiter l'utilisation des revêtements. Donc, cette autorisation, elle est valable pour 10 ans. Elle coûte environ, je ne sais plus, c'est 200 000 €, je crois. 200 000 € pour une formulation. Alors, une formulation, c'est un polymère. En fait, c'est la recette de cuisine de la peinture qui vous est vendue. Dès que vous changez une proportion, ce n'est plus la même formulation. Et vous devez repayer 200 000 €. D'accord ? Alors, ce que je vous disais également, là, c'est la règle de jeu européenne qui n'est pas encore complètement figée. Mais en plus, on a une évaluation nationale qui peut être plus stricte. Donc, certains pays ont décidé, par exemple, que l'utilisation du cuivre était trop risquée pour eux, n'avait aucun intérêt pour eux, donc notamment la Suède, la Norvège. Et donc, eux, ils ont décidé d'interdire le cuivre. Donc, si vous voulez vendre votre peinture en Norvège ou en Suède, vous devez enlever tous les dérivés du cuivre. Bien. Donc, à partir de là aussi, ce qui est intéressant quand même dans la démarche, c'est qu'ils ont voulu distinguer, on va dire, les utilisateurs amateurs, donc en protégeant particulièrement l'utilisateur amateur, c'est-à-dire que certaines formulations qui sont trop toxiques ne seront réservées qu'aux chantiers navals, qu'à des professionnels qui sont formés, normalement, pour utiliser ces produits. Je dis bien normalement. Et qui, normalement, utilisent ces produits dans des lieux prévus, c'est-à-dire pas sur la plage, à marée basse, etc. Normalement, je dis bien normalement. Donc voilà, on distingue énormément l'amateur du professionnel. Et donc certaines molécules, notamment la molécule qui est encore en suspens, l'enjeu est de savoir si elle pourra être utilisée par des amateurs ou non. Alors du coup, face à ce constat où on se rend compte que déjà ça coûte très cher de faire évaluer une molécule biocide et la formulation associée, que le jeu, on va dire, la liberté de formulation est extrêmement restreinte. Il y a activement besoin de recherche, donc tout le monde s'y est collé, et depuis très longtemps. Le seul problème, c'est que vous allez voir que c'est très compliqué d'un point de vue scientifique, et qu'on n'arrive pas du tout à faire ce qu'on veut. Bon, c'est l'intérêt aussi de la chose. Donc évidemment, on s'est tous dit, imitons la nature, il y a quand même plein d'organismes dans la mer qui ne sont pas colonisés, ou très peu. Donc il y a les algues, il y a les éponges, il y a les crabes, j'ai mis le requin, certaines étoiles de mer. Les moules en elles-mêmes ne sont pas hyper colonisées non plus, elles colonisent, mais elles ne sont pas colonisées. Bref, on s'est dit, voilà, on va s'inspirer de tout ce qui est fait dans la nature. Du coup, on va dire que d'un point de vue stratégie, on retrouve deux stratégies, toujours la même. Ceux qui veulent libérer des molécules, mais cette fois-ci, ça va être des molécules, on va dire, sans impact environnemental majeur, qui vont avoir non pas l'objectif de tuer, mais de repousser. Et on va essayer aussi, pour éviter la libération quand même de polymères dans l'environnement, parce que toutes ces peintures sont faites à partir de polymères acryliques, qui se dégradent dans l'environnement, donc ça fait toutes sortes de plastiques dans l'environnement, microplastiques à côté de la molécule biocide. Il faut aussi travailler sur le polymère qui est utilisé, on sait faire des polymères biodégradables. Donc on pourrait proposer en fait des peintures à base de polymères biodégradables avec des molécules qui vont juste perturber la perception de la surface ou l'organisation des organismes sur la surface. Donc ça, c'est la première stratégie, donc, qui tombera quand même sous le règlement de biocide, puisqu'on a une activité quand même, donc, et on libère dans l'environnement.
Donc on aura quand même une contrainte réglementaire. Mais bon, elle est, on va dire, attrayante, parce que directement issue, on va dire, de la solution historique, et ne demande pas, on va dire, d'innovation technologique majeure au niveau de l'application. Donc c'est facile à faire, une fois que c'est conçu. Par contre, à concevoir, c'est très compliqué. Et puis l'autre stratégie, c'est ce que je vous disais, c'est repousser. Alors repousser, facile, on connaît déjà des surfaces qui repoussent les organismes, alors notamment dans le domaine médical. Donc c'est tout ce qui est utilisé pour faire vos lentilles de contact, des choses comme ça. Donc ce sont des dérivés de polydiméthylsiloxane, de silicone, mais qu'on a rendus encore un peu plus inhospitaliers, parce qu'on les a rendus amphiphiles. C'est-à-dire qu'on leur a greffé, on va le voir après, des propriétés hydrophiles qui vont perturber donc, les organismes. Donc, ces PDMS, en fait, on sait sur quels paramètres il faut jouer. Il faut jouer donc, sur leur énergie de surface, c'est-à-dire leur capacité à développer des interactions avec un organisme. Leur module élastique, il ne faut pas que la surface soit trop dure, il faut qu'elle reste relativement molle pour être inhospitalière. On se rend compte que les organismes n'aiment pas adhérer sur du mou, mais préfèrent adhérer sur du solide, sur du dur. Ils ont cette perception-là. Ça a été clairement montré pour les bactéries, en tout cas. Et on va rajouter, parce que ce n'est pas suffisant dans le milieu marin. Le milieu marin, il est redoutable, beaucoup plus redoutable quelque part que le milieu médical, où on n'a que quelques bactéries. Le milieu marin, on ne sait même pas ce qu'il y a beaucoup de bactéries, des microalgues et toutes sortes de choses. Et donc il faut renforcer, ce n'est pas suffisant, parce que ça, c'était les propriétés, on va dire, des silicones classiques, mais ça ne suffit pas. Et donc on va les renforcer en jouant sur la barrière stérique, donc repousser encore l'organisme à distance. Alors, je vous explique très rapidement comment on réfléchit. On est parti pour l'instant sur ce qu'on connaissait le mieux, à savoir les bactéries. Donc les bactéries, on sait comment elles adhèrent sur une surface. Elles commencent par l'explorer. Donc elles, on va dire, explorent la surface, elles interagissent avec cette surface, mais de manière timide, si j'ose dire, avec des interactions très très faibles. Donc c'est ce qu'on appelle l'adhésion réversible. Si la surface convient, elle va s'installer de manière durable, donc créer, en fait, fabriquer des produits pour s'installer de manière durable. Et surtout, elle va commencer à discuter avec ses voisines, mettre en œuvre une communication particulière qui va leur permettre de croître, de s'organiser, de faire des colonies. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la maturation 1, voire la maturation 2. Donc on arrive en fait à faire des colonies très structurées. Et puis au bout d'un moment, s'il n'y a plus assez de nutriments ou si les conditions deviennent défavorables, ces bactéries sont capables de se détacher les unes des autres pour aller coloniser un autre support. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est le début en fait, du phénomène. C'est pourquoi une bactérie va trouver une surface, on va dire, hospitalière. Et comment faire pour perturber la communication entre les organismes pour éviter qu'elle s'organise et résiste à tous nos traitements. Donc ça a été une stratégie, et c'est toujours une stratégie qui est proposée. Donc pour éviter la prolifération de colonies sur des surfaces, on va utiliser on va perturber leur communication. Alors comment les bactéries communiquent entre elles? Elles utilisent des molécules pour communiquer entre elles. Et donc on va fabriquer des molécules qui ressemblent à celles qui sont utilisées par les bactéries et qui vont venir brouiller le signal, créer des interférences. Donc ça a été largement proposé. Donc, et ça permet en fait de... Alors là, vous avez en bas, là, c'est juste pour ceux qui aiment les molécules, je n'ai pas pu m'empêcher de mettre des molécules. C'est juste des exemples de molécules qui sont utilisées par les bactéries pour communiquer. Et donc, on s'est rendu compte qu'on n'était pas les seuls à avoir eu cette idée-là, entre guillemets. C'est que, par exemple, les algues fabriquent, en effet, des molécules qui sont très proches de ces molécules de communication bactérienne et qui viennent interférer, donc empêcher en fait, la communication entre les organismes. On en a trouvé également dans les microalgues, on peut même en trouver donc, chez certains poissons. Alors, donc, évidemment, on s'est dit, ça y est, on a trouvé une molécule naturelle, on a étudié sa toxicité, on s'est rendu compte qu'elle n'était pas toxique, mais donc, capable de perturber l'installation des bactéries. On s'est dit, voilà, on va la tester.
Donc on l'a mise dans des polymères biodégradables et on a fait une peinture. Bon, eh ben, elle a marché 2 mois. D'accord ? C'est pour vous donner un exemple, hein. On était très contents, ça a marché déjà, c'est pas mal. Les solutions commerciales, c'est 5 à 10 ans de protection. Donc nous, là, on était contents, on avait fait 2 mois. Bon, bien. Il faut se rendre compte quand même aussi, c'est que ces organismes vivants, ces algues ou microalgues, synthétisent en permanence les molécules qui viennent interférer, mais en très faible quantité. Et nous, pour faire des peintures, pour peindre un cargo, il nous faut des quantités relativement importantes. Donc, on est obligé de faire de la synthèse organique. Hein, on ne peut pas faire que de l'extraction d'organismes marins, ce n'est pas possible. Autrement, on va détruire la flore. Donc, parfois, les molécules sont relativement simples. Celle que je vous ai mise là est relativement simple à synthétiser. Il y en a qui sont beaucoup plus complexes. Et donc, du coup, d'un point de vue chimie, ce n'est pas que de la chimie verte non plus. Donc, très bien. Après, on s'est dit, quels sont les facteurs qui influencent l'adhésion ? Parce que si on veut les repousser, si on arrive à savoir ce qui va faire qu'une surface est hospitalière ou pas, on va peut-être pouvoir trouver une solution. Alors, il y a des paramètres que nous, on ne maîtrise pas. La température du milieu environnant, on sait que ça joue, mais on ne peut rien y faire. Temps d'exposition, non plus, on ne maîtrise pas. On sait que ça joue. Plus on expose longtemps nos surfaces, plus il y a d'organismes à adhérer et plus l'adhésion, la force d'adhésion est importante. C'est-à-dire plus on a de la peine à décrocher les organismes. Bon, les concentrations d'organismes autour, même chose, on ne maîtrise pas. On ne maîtrise pas tant que ça la composition des eaux portuaires, notamment. Les conditions de flux, savoir s'il y a du courant ou pas de courant, même chose. On ne maîtrise pas. On sait que ça joue, mais on ne maîtrise pas. Et puis, toutes les molécules qui peuvent être présentes dans l'eau, dans les pores. Bon, il y a plein de choses. Là, j'ai mis des exemples, des protéines, des antibiotiques. On sait que tout ça, ça joue sur l'adhésion. Manque de chance, tous ces paramètres-là, on ne peut rien y faire. Donc, avec quoi on va pouvoir jouer ? On va pouvoir jouer avec la surface. Il n'y a que ça. Donc, modifier la surface des bateaux pour les rendre inhospitaliers. Alors, modifier la surface dans le but de repousser et surtout de réduire les forces d'interaction. Alors, éventuellement, quelques organismes vont venir s'accrocher, mais dès que le bateau va bouger, tout va partir parce que les forces d'interaction sont trop faibles. Donc l'idée, c'est que le bateau se nettoie dès qu'il se déplace. Alors, évidemment, il faut que le bateau sorte de temps en temps du port, ce qui n'est pas toujours le cas dans la plaisance, mais bon. Alors, comment faire pour réduire ces forces d'interaction ? Déjà, il faut les identifier. Donc ça, il y a tout un travail qui a été fait sur les bactéries, et uniquement les bactéries. C'est-à-dire que pour les diatomées, on ne sait pas du tout. Pour les microalgues, on ne sait pas du tout. Pour les spores d'organismes supérieurs, on ne sait pas non plus. Donc tout ce que je vous présente là, c'est que pour les bactéries. Alors vous voyez, les bactéries, ça représente un petit peu de nos colonisateurs, mais ce n'est pas ceux qui nous embêtent le plus, à la limite. Mais voilà, donc tous les autres, on ne sait pas. Donc il y a tout ce travail-là à faire. Pour les bactéries, on sait qu'il y a toutes sortes d'interactions. Des interactions physico-chimiques qui ne sont pas du tout liées au fait qu'on ait des surfaces vivantes, donc qui peuvent être répulsives ou attractives. Donc ce sont des interactions que nous, chimistes, on appelle faibles. C'est-à-dire que la valeur énergétique de l'interaction est relativement réduite, si j'ose dire. Mais bon, ça peut quand même intervenir. Et puis surtout, il y a des interactions spécifiques, avec des récepteurs spécifiques qui, elles, sont en fait des interactions beaucoup plus fortes. Alors, si on regarde à quelle distance interviennent chacune des interactions, on voit que les interactions spécifiques nécessitent une proximité importante de l'organisme avec la surface. À l'inverse, les autres interactions se font à distance. C'est d'ailleurs pour ça qu'elles sont plus faibles. Alors, on a essayé du coup de réduire toutes ces interactions. Donc on a essayé de charger nos surfaces. Donc les bactéries, globalement, alors oui, je réfléchis que sur les bactéries pour l'instant, donc que anti-biofilm, entre guillemets. Je ne suis pas anti-fouling. On sait que globalement, nos bactéries sont chargées négativement. Donc on s'est dit que si on mettait une surface chargée négativement, on allait repousser les bactéries. Donc il y en a quelques-unes qui vont venir adhérer quand même. Elles vont proliférer, former un biofilm, donc c'est ce qu'on observe. Par contre, dès qu'on va mettre
un flux, comme on est quand même sur des interactions qui sont très faibles, elles ont plutôt tendance à se repousser, ces charges, mais on va pouvoir nettoyer la surface. Donc ces surfaces négatives, elles pourraient fonctionner. On verra que dans le milieu marin, ça ne marche pas. Parce que très vite, il y a d'autres salissures qui viennent masquer en fait, nos charges négatives. Et du coup, ça prolifère, on n'y arrive pas. On s'est dit, on va au contraire mettre des charges positives. Alors pourquoi ? Alors, si on met des charges positives, du coup, il y a beaucoup plus de bactéries qui vont venir adhérer. Mais la force d'interaction, elle est tellement forte, je veux dire, parce qu'on met un plus et un moins, que la bactérie, elle se déforme. Et elle se déforme tellement qu'elle finit par exploser. C'est-à-dire que en fait, l'interaction est trop forte pour être supportée par la cellule bactérienne. Ce qui fait que, eh bien, on arrive, en effet, à tuer, comme ça, les bactéries qui viennent adhérer. Donc, le biofilm se forme quand même avec beaucoup de bactéries mortes. Mais quand on met le flux, ça se nettoie un peu, évidemment, mais pas tant que ça. Alors, donc, du coup, on s'est rendu compte, c'est des stratégies qui peuvent fonctionner dans des environnements très contrôlés, si j'ose dire. Donc, dans le domaine médical, ils peuvent jouer sur les charges de surface, parce qu'ils connaissent leur organisme, et puis ils maîtrisent bien l'environnement, normalement. Dans le milieu marin, on s'est rendu compte que ça ne marchait jamais. Très rapidement, on perdait de l'activité, parce qu'il y a trop de molécules qui viennent s'absorber sur nos surfaces, et qui viennent cacher en fait les charges qu'on a réussi à fabriquer sur nos surfaces. Donc pour le milieu marin, ça ne marche pas. Alors, les surfaces anti-bioadhésion, donc là, c'est l'effet Tefal, pour simplifier. Donc on arrive à poser dessus, mais ça n'accroche pas. C'est ça le principe. Donc ça, c'était les premiers silicones qui sont apparus. Les premiers revêtements silicone qui sont apparus, qui étaient uniquement basés sur cet effet tension de surface. Seul problème, c'est que rien n'adhère sur les silicones, mais du coup, on n'arrive pas à les faire adhérer sur une surface non plus. Donc pour peindre un bateau, c'était très compliqué. Il fallait plusieurs couches, en fait, pour rendre compatible votre bateau avec le silicone. Et donc ça demandait un savoir-faire très important. Et surtout, dès que vous aviez mis du silicone sur un bateau, dès que vous vouliez mettre une autre peinture par-dessus, ça n'accrochait pas. Enfin bref, ça posait des problèmes, on va dire, d'application très importants. Donc, très délicat. Et une fois que le film, moi je pense que les silicones, vous voyez comment c'est comme vos joints de baignoire, c'est relativement fragile, donc vous imaginez un bateau qui vient frotter sur un quai, forcément, tout de suite, votre couche de silicone, elle est endommagée. Et elle perd son activité. Le problème, c'est qu'on ne sait pas réparer. On ne peut pas remettre du silicone par-dessus comme ça. Hop, ça ne marche pas. Ça ne colle pas. Ça ne se répare pas. Donc, un problème de maintenance compliqué. Et puis, surtout, si votre bateau reste au port, au final, les organismes, ils finissent par coloniser. Alors, notamment les balanes, les petits chapeaux chinois, qui arrivent à passer sous la couche de silicone. Elles sont particulièrement intéressantes, ces petites bestioles. Et donc, au final, si votre bateau ne bouge jamais, il finit par être sale. D'accord ? Donc, tant que on avait un manque d'efficacité quand le bateau restait au port. Donc, il fallait faire évoluer ces systèmes. Et donc là, on s'est dit, pareil, on s'est inspiré de la nature. Et comment rendre une surface inhospitalière ? Alors, on a pris l'exemple, ils se sont déchaînés, c'était quand on était à Hawaï, là, ils se déchaînaient sur leurs feuilles de lotus, c'était il y a longtemps, ou plus, 10-15 ans, il y a 10-15 ans, ils se sont déchaînés là-dessus. Ils se sont rendus compte que quand on mettait une goutte d'eau sur une feuille de lotus, évidemment, ça ne mouillait pas. Même chose, la peau de requin, elle a des propriétés quasiment identiques. Et on s'est rendu compte que sur ces trucs-là, sur ces organismes-là, il n'y avait rien qui poussait. Donc on s'est dit, voilà, on a trouvé la solution, il suffit de faire comme eux. Alors on a commencé à regarder la structure, on s'est rendu compte qu'en fait, c'était des petits plots comme ça qui étaient espacés et qui permettaient d'avoir ce qu'on appelle une surface super hydrophobe. Donc c'est ce qui vous est représenté ici. Ce qui fait que l'eau ne peut jamais entrer en contact avec la surface et que vous avez une couche d'air en permanence entre votre polymère et l'eau. Et cette couche d'air va constituer une barrière que l'organisme ne pourrait pas passer.
Donc ça, c'est ce qu'on a appelé les surfaces superhydrophobes. Donc après, il y a eu un déchaînement de travaux pour essayer de remimer soit la peau de requin, soit la feuille de lotus. Mais on s'est rendu compte que c'était compliqué à faire. Et après, on s'est posé certaines questions, vous verrez. Et surtout, on n'arrive pas à faire aussi bien que la nature. Ça, c'est clair. Ensuite, donc ça, c'est ce qui est apparu il y a une quinzaine d'années, et ce qui agite les foules en ce moment, parce qu'on s'est rendu compte que le superhydrophobe, on allait avoir de la peine, nos surfaces sont pas, ça marche pas bien. C'est au contraire de créer une couche d'eau. Pas une couche d'air, mais une couche d'eau. Et la couche d'eau va avoir la même fonction de créer une barrière qui va repousser l'organisme. Alors, ces surfaces hydrophiles, donc c'est ce qui est à la mode en ce moment. C'est-à-dire que sur notre polymère de silicone, donc c'est la plaque grise qui est représentée, on va venir greffer des cheveux, comme ça, avec des polymères dits hydrophiles. Donc le polymère hydrophile qui est très utilisé, c'est le polyéthylène glycol. Et ça permet d'avoir des surfaces donc, qui restent molles, déformables, comme le silicone. Et par contre, on a une couche d'eau à la surface de ces revêtements. Et en fait, ça marche super bien. Donc là, vous avez une comparaison entre un PDMS pur et un PDMS dit hydrogel. Donc vous voyez que ça marche beaucoup mieux. Et surtout, ça marche en conditions statiques. Il n'y a pas besoin de faire bouger le bateau. Alors ça, ce n'est pas nouveau d'un point de vue polymère. Ça a été largement développé dans le domaine, on va dire, médical. Toutes les lentilles de contact, en fait, fonctionnent sur ce système-là. Seul truc qu'on n'avait pas prévu, c'est que le polyéthylène glycol en milieu marin, il ne résiste pas. Il s'oxyde, il est plus ou moins dégradé, enfin bref. Et donc, on finit par perdre l'activité. Donc ça, il faut en avoir conscience. Et deuxième chose, c'est que la plupart des revêtements silicone, quand on dit qu'ils ne libèrent rien dans l'environnement, ce n'est pas vrai. Parce qu'on rajoute dans ces polymères silicone ce que l'on appelle des huiles, c'est-à-dire des plus petites molécules, pareil, silicone, mais qui vont donner l'aspect graisseux quand vous passez le doigt. Je pense que vous voyez ce que je veux dire. C'est gras, ça reste sur le doigt. Si ça reste sur vos doigts, c'est que c'est libéré dans l'environnement. Et pour l'instant, la plupart des revêtements silicone ne fonctionnent pas sans ces huiles. Alors, on en parlait très peu jusqu'à présent, parce qu'on disait qu'en fait, les revêtements silicone ne libéraient rien dans l'environnement. Mais en fait, c'est faux. Et donc, maintenant, il y a énormément de publications qui sortent pour montrer que ces huiles qui sont indispensables à l'activité, notamment en statique, sont libérées dans l'environnement et donc peuvent avoir un impact. Donc, voilà. Donc ça, c'est ce qui nous occupe actuellement. Donc on essaye de rendre nos polymères vous voyez, hydrophiles, entre guillemets, mais plus en utilisant le PEG, parce que le PEG, on se rend compte que ça fonctionne, mais pas suffisamment longtemps. Alors sur les surfaces hydrophobes, comment on fait des surfaces hydrophobes? Alors évidemment, on choisit le polymère adapté, on ne va pas prendre un polymère hydrophile à la base, on va prendre un polymère donc, complètement apolaire, et on va le structurer, le nanostructurer. Donc créer de la rugosité pour avoir une topographie adaptée. Et donc toute la question est de savoir quelle topographie est adaptée. Donc là, c'est juste pour vous donner les éléments de réflexion qu'on a. Bon, ça paraît très schématique, très simpliste, mais finalement, ça revient à ça. Donc là, vous avez un organisme, peu importe sa taille. S'il est sur une surface lisse, il va avoir tendance à plus ou moins se déformer un petit peu, mais pas beaucoup, pour multiplier les points d'ancrage. Donc au bout de 2 minutes, vous voyez, il est passé de 2 points d'ancrage à 5 points d'ancrage. Ça, c'est quand la surface, elle est lisse. Et si on arrive à lui créer une rugosité adaptée à sa taille, entre guillemets, si au départ, il avait 3 points d'ancrage, il va se déformer encore un peu plus, il va multiplier les points d'ancrage. Donc quand on dit qu'on veut créer des surfaces anti-fouling en créant de la rugosité, c'est ça, vous voyez qu'il faut qu'on réfléchisse quand même beaucoup, parce que si on crée une rugosité qui est pile adaptée à la taille de notre organisme, ça va avoir l'effet inverse. Au contraire, on va lui multiplier les chances d'adhérer. Alors du coup, quelle échelle choisir? Quelle échelle choisir? Donc, à l'échelle micrométrique, on s'est rendu compte que, c'est ce que je vous ai montré, on avait une adhésion préférentielle dans les creux. Donc, il va falloir faire en sorte que ces creux ne soient pas
accueillant, donc on va éventuellement rajouter des petits picots au milieu des creux. Et à l'échelle nanométrique, là, on n'est pas d'accord entre nous. Ça va dans tous les sens, ces résultats. Donc on ne sait pas quoi penser. Alors, là, je vais vous montrer une diapo qui était... voilà, c'était un projet ANR qui avait proposé de faire remimer la peau de requin à partir de PET, du polyéthylène terephthalate. C'est un polymère que vous rencontrez dans la vie de tous les jours. Et donc, on essayait de le structurer donc, sous cette forme-là pour obtenir des propriétés super hydrophobes et anti-fouling. Bon, ça n'a pas marché comme on voulait. Les bactéries, rien que les bactéries déjà ont bien adhéré. Alors plus rigolo encore, il y avait un groupe qui s'était amusé à nanostructurer donc des surfaces en mettant des picots comme ça. C'était très très bien réfléchi en fonction de la taille, etc. Et on se disait, bah voilà, normalement les bactéries elles vont pas réussir à adhérer, mais en fait elles arrivent à s'orienter pour rentrer entre les pics. Ouais, donc voilà, on n'a pas tout compris non plus, quoi. Donc on n'y est pas encore tout à fait sur ces surfaces super hydrophobes. On pense qu'il y a des choses à faire, mais voilà, c'est très compliqué. Alors, c'est très compliqué à fabriquer, et surtout, c'est des surfaces qui sont très fragiles. Donc pour l'instant, les applications, on va dire, dans le domaine maritime, elles sont relativement lointaines, quoi. Alors juste, là, je vais vous présenter parce que là, je présentais les travaux, on va dire, de la communauté. Quelques exemples de ce qu'on fait au LBCM. On travaille sur les deux stratégies. Donc on a une stratégie pour libérer des molécules à partir d'une matrice biodégradable. Donc on a un polymère biodégradable. On a vérifié qu'il était biodégradable. Donc il est totalement biodégradable, même en milieu marin. Et donc on en est rendu à faire la synthèse industrielle de ce polymère. Puisqu'au départ, évidemment, nous, on va dire universitaires, on fait des dizaines de grammes. Donc là, maintenant, on arrive à faire plusieurs kilos d'un coup. À un coût qui est raisonnable, c'est-à-dire que le coût qui nous est imposé par l'industriel, c'est 10 € le kilo. C'est pour vous montrer aussi qu'on est contraint si on veut chercher une application rapide. Et actuellement, on est en train d'optimiser la formulation donc pour avoir un impact environnemental le plus réduit possible. Donc ça, c'est un exemple où on est relativement proche en fait, de l'application. Là, c'est un autre exemple où on est hyper éloigné de l'application. Où je vous avais présenté le PEG pour amener de l'hydrophilie. Nous, on s'est dit, tiens, on va mettre des sucres. Et on va regarder comment, en fait, les micro-organismes, là, on ne travaille que sur des bactéries pour l'instant, comment les bactéries vont réagir face à ces sucres. Donc, on a commencé sur une surface de référence qui est le verre, qui était beaucoup plus facile à manipuler pour des chimistes. On est venu mettre ce qu'on appelle un bras espaceur, qui est représenté en violet ici, qui est une chaîne carbonée. Et dessus, on a greffé un sucre. Des sucres de différentes natures. Donc on a greffé du glucose, du galactose, du mannose, sous deux formes, suivant le nombre de carbone impliqué dans le cycle, des furanoses ou des pyranoses. Et on a regardé comment les bactéries reconnaissaient ces sucres et si on les dérangeait d'un point de vue adhésion. Ça, vous viendrez écouter le thésard dans 1 an et demi, 2 ans, pour avoir la solution. Mais on voit des choses relativement rigolotes. Et on n'avait pas prédit ce qu'on attendait, enfin, on se doutait sur certaines activités de certains sucres, et ça a l'air de se confirmer. Donc là, maintenant, ce qu'on essaye de faire, c'est de jouer notamment sur le bras espaceur. On se pose beaucoup de questions sur ce bras espaceur. Pour l'instant, on l'a fait relativement flexible. Qu'est-ce qui se passerait si on le rigidifiait un peu ? Si on changeait sa nature, au lieu de mettre un bras complètement hydrophobe, si on mettait un bras hydrophile, etc. Bref, on n'a pas fini. Et a priori, nos sucres ne sont pas dégradés pour l'instant. Et puis, se pose la question un peu plus large, parce qu'on a beaucoup réfléchi sur les bactéries. On sait que les bactéries, bien sûr, c'est intéressant, mais il n'y a pas que ça. Et notamment dans les biofilms marins, il y a énormément de microalgues, et parmi les microalgues, ce sont les diatomées qui sont les plus rencontrées, en tout cas les plus identifiées. Et on se doute que, d'après les observations qu'on a pu faire depuis presque 20 ans, on s'est rendu compte que souvent, quand il y avait certaines diatomées, on avait une activité anti-fouling. Quand on en avait d'autres, c'était la catastrophe. Donc on se doute que ces diatomées, en fait, elles ont un rôle central dans la formation du biofilm.
et des biosalissures. Et donc, on aimerait les étudier beaucoup plus précisément. Alors, le seul problème, c'est que là, on part dans l'inconnu. Il y a très peu de données sur le comportement des microalgues du point de vue adhésion. Et surtout, leur relation avec les bactéries. Pour, on va dire, s'associer pour mieux coloniser des espaces. Donc là, c'est également un champ qui nous intéresse beaucoup. Et puis, comme vous avez vu, on travaille évidemment avec certaines molécules anti-fouling, même si ce n'est plus vraiment le cœur de notre travail. Hein. On cherche moins les molécules, on va dire, interférentes. On est plus sur les surfaces maintenant. Mais si ce n'est quand même, quand on en a quelques-unes, eh bien, il faut montrer que notre solution anti-fouling n'a pas d'impact sur l'environnement, ou très peu, ou au moins essayer de l'évaluer. Hein. Donc on développe également des tests de toxicité des substances ou des revêtements sur différents niveaux trophiques. Donc ça part de la bactérie, microalgues, des crustacés, des larves de bar et sur les huîtres également, pour voir si nos solutions anti-fouling en fait, ont un impact sur ces organismes, pour mieux évaluer donc, les solutions que l'on propose. Alors pour conclure, je veux juste vous dire que finalement le sujet sur lequel on travaille, c'est un reflet de l'évolution de notre société. Parce que, alors déjà, c'est une problématique qui est partagée par énormément de monde, domaine médical, agroalimentaire, maritime, mais vous voyez qu'il est presque plus compliqué que pour les autres. Et historiquement, on a trouvé des solutions, c'est pas trop embêté. Nous, chimistes, on a proposé des solutions, certes très efficaces, mais avec un impact environnemental très très fort. Et ça a évolué, comme la société actuelle, avec une réglementation qui devient hyper contraignante, par contre. Et on s'oriente vers des solutions dites biomimétiques, donc sans impact pour l'environnement, avec soit une libération de molécules non toxiques et non accumulables, et soit réduisant les forces d'interaction, donc juste sur des effets physiques. Donc on s'oriente vers un respect de l'environnement, heureusement, il y était temps, après l'avoir pollué pendant des siècles, en fait. Voilà. Alors, vous avez l'air sensibilisé, mais il faut comprendre qu'en fait, c'est une évolution qui est très, très lente au niveau des usages. Généralement, on a un problème entre la maturité, on va dire, technologique de la solution qui est proposée. Les solutions qu'on propose actuellement dans les plus performantes, elles protègent 1 an, 2 ans. Alors que finalement, on nous demande, souvent, les utilisateurs nous demandent des protections de 5 à 10 ans. Donc notre maturité technologique, elle n'est pas là. Et est-ce que finalement les utilisateurs, ils sont prêts à accepter d'avoir des produits, en effet, plus respectueux de l'environnement, mais honnêtement, c'est clair qu'ils sont moins performants. On ne va pas vous dire qu'on protège vos bateaux comme dans les années 70 ou 80, c'est pas vrai. Les bateaux sont sales, on le sait, mais vous respectez plus l'environnement. Donc jusqu'à quel niveau vous êtes prêts à faire des efforts? Nous, on essaie de progresser au plus vite, mais c'est très compliqué. Donc il va falloir accepter accepter d'oublier les anciennes technologies très efficaces pour aller vers des nouvelles qui le sont moins pour l'instant. Ça va demander beaucoup de temps, je sais. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci Karine, on va passer aux questions. Oui, bonsoir. Une petite question simplement. Vous avez parlé d'huile de Chine. Qu'était l'huile de Chine? Alors c'était une huile, on n'en a pas trop les détails, hein, mais bon, c'était une huile qui était relativement toxique en fait, qui contenait des molécules toxiques et qui procurait en fait une activité anti-fouling. Donc toutes les huiles ne sont pas inoffensives. Et en fait, c'était un concentré de molécules relativement toxiques. Commentaires, questions? Merci.
J'ai vu sur Internet qu'il était employé dans certains endroits du permanganate de potassium. Est-ce que vous l'avez étudié? Quelles sont ses On ne qualités? l'a pas utilisé. Bon, le permanganate de potassium, moi je vais vous dire, j'y crois pas trop, parce que c'est une molécule très soluble dans l'eau, donc qui a très peu de chances en fait, de procurer une protection durable, hein, en le régénérant en permanence. Mais bon, même le permanganate en soi, c'est pas forcément une molécule non plus qui est si neutre que ça, hein, beaucoup moins neutre que finalement les molécules qu'on a pu utiliser. Donc, après, on sait qu'il y a énormément de gens qui proposent des solutions diverses et variées. Bon, celle-là me paraît quand même un peu hasardeuse, du fait déjà de la solubilité de la molécule de permanganate. Ouais. Mais alors, pourquoi le permanganate pourrait marcher? En fait, parce que c'est un oxydant qui est puissant. Et donc, qui dit oxydant puissant, ça va induire des réactions avec les organismes, ça va les détruire. Là, on est dans l'objectif de tuer, quand même, clairement. Et Karine, à plusieurs reprises dans ton exposé, tu dis et ça ne marche pas en mer, et ça ne marche pas en mer. Mais quels sont les facteurs ou les éléments que vous éventuellement... À la mer, par rapport à par exemple à une salle d'opération, on maîtrise l'environnement normalement. Hein, c'est plutôt stérile. Et si on a éventuellement quelques germes, on sait lesquels chercher. Les surfaces sont utilisées relativement peu longtemps. Hein, on va dire on sont en contact relativement court avec les agents pathogènes. Nous, dans le milieu marin, déjà on ne connaît pas la biodiversité, on ne l'a pas caractérisée. Il y a plein d'organismes qu'on ne connaît pas, même les micro-organismes. Parce qu'en fait, on n'arrive à caractériser que ceux qu'on arrive à cultiver après. Et si on n'arrive pas à les cultiver, on ne sait pas les caractériser ou les utiliser. Donc la grande majorité des organismes, en fait, on passe à côté. Donc déjà, il y a ça. En plus, nous, nos surfaces, ça reste des années dans l'eau. Les bateaux, ils se déplacent aux quatre coins du globe. Donc on est vraiment dans un environnement qui n'est pas maîtrisé. Et c'est ce qui fait que je pense que c'est beaucoup plus compliqué quelque part qu'une salle d'opération ou une surface en agroalimentaire. Et en plus, on a des organismes supérieurs. Nous, on ne s'arrête pas qu'à la bactérie, on va jusqu'à la moule ou l'algue. Donc forcément, ça... D'ailleurs, on ne sait pas si viser la bactérie et la microalgue. On pense que la microalgue, c'est une cible intéressante. La bactérie, on n'est pas persuadé que ce soit une cible intéressante. Après tout, peut-être qu'on peut avoir des bactéries sur nos surfaces, ça ne change rien, nous, pour un bateau. Ce qu'on ne veut pas, c'est la moule, l'algue, la balane. Mais alors, le schéma veut que les moules et les balanes viennent après les bactéries. Donc on se dit, si on diminue les bactéries, ça va diminuer le reste derrière. On n'en est pas persuadé. Par contre, les microalgues, je pense que c'est peut-être un niveau qui est plus pertinent. Mais voilà, on ne sait pas en fait. Quel est le rôle du cuivre? Puisqu'il semble qu'il était utilisé depuis très longtemps et aujourd'hui on fait des revêtements de cuivre. Ouais. Alors quel est le rôle du cuivre? Donc ça, c'est le cuivre en fait, c'est un agent, on va dire bactéricide qui est connu depuis très très longtemps, hein, l'oxyde de cuivre, et c'est aussi un agent algicide. Donc ça tue les bactéries et surtout algicide. Donc ça tue les algues. Et c'est quasiment le type de molécules à base de cuivre sont les molécules qui sont les plus efficaces contre les algues. Alors c'est pour ça que les pays nordiques, ils n'ont pas pris de risque. Ils les ont interdites parce qu'en fait, dans les pays nordiques, il y a très peu d'algues. Donc en fait, c'est facile d'interdire le cuivre en Suède parce que quand vous immergez une surface en Suède, vous avez très peu d'algues. Par contre, vous immergez des plaques chez nous, qu'est-ce qu'on a majoritairement? Ce sont des algues. Donc vous voyez que la problématique, en fait, elle est variable aussi suivant l'endroit où on se trouve. Ce serait une bonne solution de mettre que du cuivre? Alors le cuivre, on commence comme l'étain, on a vu que c'était une molécule qui était problématique. On s'est dit le cuivre va sûrement poser des problèmes environnementaux du même type. Donc c'est moins flagrant pour le cuivre, mais on voit quand même que les quantités de cuivre qu'on trouve dans l'environnement marin sont de plus en plus élevées. Donc on pense que ça va poser un souci.
Bon, c'est déjà plus un oligoélément que l'étain, c'est sûr, mais on va dépasser le stade oligoélément à force de mettre du cuivre partout sur les bateaux. Et donc, ça va finir par poser sûrement un problème environnemental. Donc là, les données ne sont pas aussi claires que pour l'étain, clairement. Oui, ça fait partie des biocides. Mais il est autorisé. C'est une des rares molécules qui est encore utilisée. Alors, les silicones, ouais. En fait, les silicones, comme pour l'instant, on a toujours dit que ça ne libérait rien dans l'environnement, en fait, ne rentrent pas dans la catégorie biocide, donc ne sont pas soumis à la réglementation biocide. C'est d'ailleurs pour ça que tous les industriels s'orientent vers ces solutions, parce que du coup, il n'y a pas tout le dossier d'autorisation de mise sur le marché à faire. Si ce n'est que, comme on commence à mettre le nez dans leur formulation et qu'on se rend compte, nous, universitaires, que c'est pas si innocent que ça, et qui rajoutent justement, ils sont obligés de rajouter des huiles. Autrement, l'activité en statique n'est pas suffisante. Et ces huiles vont dans l'environnement. Alors, on dit que le silicone, en fait, c'est relativement inerte. Alors, c'est vrai pour on va dire les grosses chaînes, les polymères. Mais si on part sur les plus petites chaînes, là, on a beaucoup plus d'incertitude au niveau de la toxicité environnementale de ces petites chaînes, parce qu'on a vu que c'était toxique pour les animaux. Donc, a priori, voilà. Donc, il y a un problème de taille, en fait, des silicones qui sont utilisés. Si on n'utilisait que des grands silicones qui ne sont pas libérés dans l'environnement, en effet, on pourrait dire qu'on est relativement à impact nul, hein, mais ça ne marche pas. Donc, on rajoute des huiles silicones, et qui, elles, alors, pendant longtemps, on s'est voilé la face, hein, on s'est dit, c'est pas grave, on rajoute ça, mais c'est pas libéré. Et clairement, c'est pas vrai. On les retrouve dans le milieu environnant. Bon, alors la difficulté, c'est comme pour l'étain. Hein. L'étain, vous voyez, on a mis du temps à pouvoir le doser à des très très faibles concentrations. Les silicones, pour les doser dans les milieux environnants, c'était compliqué aussi d'un point de vue analytique. Donc on ne savait pas faire, tout simplement. Mais maintenant, on sait faire, on sait les mettre en évidence. Donc on sait qu'il y en a. Mais ils échappent à la réglementation, pour l'instant. Oui, bonsoir. Moi, j'avais lu quelque part qu'un bateau de la SNSM avait été équipé avec un système d'ultrasons ou quelque chose comme ça. Alors, je ne sais pas si vous avez je sais pas si ça marche d'ailleurs. Alors, en fait, tout est bon pour perturber l'installation des organismes. Donc, les systèmes que je vous ai présentés, on va dire, ce sont des systèmes simples, hein, où on applique une sorte de revêtement sur la surface. Et après, elle est protégée. Donc il y a en effet des gens qui travaillent sur les ultrasons, qui vont perturber, même chose, l'installation des organismes. La difficulté, c'est de maîtriser ces ultrasons. Ça fait également une pollution dans l'environnement. C'est une pollution sonore, on n'y pense pas, mais ce n'est pas anodin. Il y avait des problèmes en fait, d'utilisation en fait, de ces systèmes ultrasons qui restent relativement compliqués. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas mettre ça sur un bateau lambda. C'est relativement compliqué à faire. Et Karine, tu disais tout à l'heure, les bactéries, elles vont d'abord venir tester, je me fixe et puis je me développe. Mais elles se nourrissent de quoi en fait ? De tous les nutriments qu'il y a dans l'environnement. Hein. Normalement, elles ne se nourrissent pas de nos surfaces. Alors, on a quelques doutes avec nos polymères biodégradables, parce qu'on a l'impression qu'ils sont parfois grignotés un peu plus rapidement en milieu naturel qu'au laboratoire. C'est sûr, on l'a observé. Mais bon, les quelques nutriments qui sont dans l'eau environnante, en fait, suffisent pour les nourrir. Donc, elles n'utilisent pas nos surfaces pour se nourrir, en tout cas, normalement. Parce que quand tu présentais tout à l'heure l'une des diapositives de votre doctorant où vous mettez des sucres. Alors, les sucres qu'on a utilisés, sous forme pyranosique, ils sont éventuellement utilisables par les organismes, mais sous forme furanosique, normalement, ne sont pas utilisables. Et on les a greffés de manière très solide sur nos surfaces. Et a priori, alors bon, on n'en est qu'au début, hein, il a démarré cette thèse il y a un peu plus d'1 an, nos sucres restent en place. Donc, et ça a l'air de déranger un peu quand même les bactéries. Oui, je voulais vous dire que j'ai trouvé très intéressant votre présentation de la réflexion de la maturité technologique, maturité
Des utilisateurs. Des utilisateurs. Je voulais donner un exemple. Hein. C'est dans les années jusque dans les années 80, le formol était autorisé comme biocide dans beaucoup de produits, y compris dans l'école. J'ai travaillé dans l'école. Et un beau jour, le formol était interdit, ce qui était une chose nécessaire et qui a obligé tous les industriels à s'adapter avec des produits, des molécules beaucoup plus complexes, beaucoup plus difficiles et beaucoup plus chers. Et moins efficaces. Et parfois relativement toxiques. Peu efficaces. On ne connaît pas la toxicité au départ. Voilà. Tout à fait. Quand on remplace les éthylène-glycols par des propylène-glycols ou par d'autres molécules, maintenant on n'a plus ce Voilà. là, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Mais c'est vrai dans plein de domaines. Hein. Alors, les téflons, en fait, bon, c'est d'autres surfaces qui ont des énergies de surface très faibles. Hein, donc, c'est la poêle téfal, le téflon. Le seul problème, donc, c'est déjà que c'est des polymères qui sont durs, beaucoup plus durs que les silicones. Et donc, déjà, ça favorise plus l'adhésion. Ça, on l'a remarqué. Et en plus, ce sont souvent des polymères qui sont relativement poreux. Ce qui fait que, alors là, ça favorise encore plus l'adhésion. Donc, la plupart des surfaces qui sont pures téflon, enfin, nous, on a mis du téflon pur dans l'eau, il s'est fait coloniser. Donc, on rajoute le téflon parfois dans des formulations anti-fouling pour gagner en glisse, mais pas pour gagner en anti-fouling. Pour l'instant, le téflon à proprement parler. Après, il y a des polymères. En fait, on a essayé d'associer le silicone avec le fluor. Et donc, de faire des polymères à base de mettre des groupements fluorés sur le silicone. Alors, ça peut fonctionner, mais alors c'est des molécules qui coûtent super cher, qui sont très compliquées à synthétiser, et la voie de synthèse n'est pas verte du tout. Voilà. Donc, pour l'instant, les dérivés fluorés, ce n'est pas du tout ce qui a le vent en poupe à proprement parler, hein, juste la propriété fluorée. On peut les utiliser pour faire des surfaces super hydrophobes en jouant en plus sur la rugosité et la topographie. Alors le graphite, moi j'ai rien vu de probant sur le graphite. J'ai rien vu. Je ne sais pas si vous avez vu des choses. Non. Donc, enfin, moi, le graphite, j'ai rien vu que... Enfin, je sais pas, tu as vu des choses, toi? Non. Bah, c'est biocompatible, oui, bien sûr, mais bon, après, je ne sais pas quelle activité ça apporte exactement. Je ne sais pas ce qu'ils attendent exactement en ajoutant du graphite. Hein. Très lisse et très hydrophobe, mais alors on sait que ça ne suffit pas généralement. Voilà. Une surface très lisse, ça finira forcément par être colonisée. Il faut vraiment... En fait, on ne peut pas jouer, ce qu'il faut comprendre, et on a été longtemps relativement naïf, on pensait qu'en jouant sur une seule propriété, on arriverait à trouver la solution. En fait, on se rend compte qu'il va falloir jouer sur tout plein d'aspects pour rendre notre surface inhospitalière à tous ces organismes qui sont en fait dans le milieu marin. Et on ne peut pas jouer que sur un aspect. Les jeunes, ils sont très actifs là. Alors oui, donc j'avais une petite question donc sur le silicone dans l'alimentaire parce qu'en fait tous les joints sur les bouteilles thermos, sur tout est en et donc enfin. Alors, ils n'ont pas forcément besoin de rajouter des huiles. Pas forcément besoin. Si nous dans l'antifouling on rajoute des huiles pour avoir le côté anti-fouling en statique. Mais bon, dans une bouteille thermos, c'est pas forcément. C'est surtout l'aspect colle qui est recherché. Donc, ils n'ont pas forcément à mettre. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans, mais ils n'en ont pas forcément besoin. Mais après, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Je ne sais pas. D'accord. Et sans ça, les microbules, donc en avance, en carène, quoi. Ouais. Est-ce que ça fait quelque chose Ah oui, alors dès qu'un bateau avance, dès qu'on a un stress hydrodynamique, en fait, on sait que ça se nettoie. Donc à la limite, un bateau qui bouge tout le temps à plus de 5-6 nœuds, il restera relativement propre. D'accord. Et donc si on lui injecte de l'air sur...
On pourrait essayer d'injecter de l'air, ouais. Pourquoi parce pas. que ça se fait, en plus, apparemment, on gagne de la vitesse sur la, C'est possible. sur la pénétration. C'est possible. Qu'est-ce que... Oui, donc en fait, c'est ce qui expliquerait donc, pour les coques de voilier rapide. On ne met pas d'antifouling. Oui, voilà. Non. Donc ça reste comme ça. Oui, puis ils n'hésitent pas à plonger pour nettoyer leur carène, voilà. Pour enlever en fait le microfouling. Hein. Et ils préfèrent avoir une carène propre plutôt que de mettre un antifouling qui, vous avez vu, ajoute un petit peu de force de frottement. Donc en fait, non, eux, ils n'en ont pas besoin. Non, comme ils avancent tout le temps, ils bougent tout le temps, il n'y en a pas besoin. Donc en fait, la solution aussi, ce serait de faire bouger les bateaux tout le temps. Mais on ne s'intéresse pas qu'aux bateaux, hein. Il y a tout ce qui est aquaculture ou autre. Qu'est-ce qui est adopté pour les grands navires? Les grands navires sont essentiellement, maintenant, je pense, en silicone. En silicone, en tout cas. Après, il y a des marches avant, des marches arrière. Donc, à un moment, toute l'armée américaine était en silicone. Je ne parle pas de l'armée, je parle des cargos. Ouais, des cargos. Parce qu'eux, ils ont le temps. Mais les cargos... Non, certains sont encore... La forme de radeau, ça coûte une fortune. Donc, moins que c'est long. Donc ça dépend, en fait, ça dépend de la taille et de l'activité du bateau. Et puis ça dépend aussi des modes et des eaux qui vont traverser. Donc, mais je pense quand même que les revêtements qui repoussent, basés sur les silicones, gagnent beaucoup de parts de marché, je pense. Les chaussettes que vous achetez ont traversé l'océan Indien, la mer Rouge, au meilleur des cas, la Méditerranée, avant d'arriver en mer du Nord. Ouais. Donc, ils ont fait toutes les eaux. Ils ont fait toutes les eaux. Et toutes les températures. Non, je pense que quand même les revêtements à base de silicone se développent énormément. Alors après, je peux pas vous dire. Mais à ce propos, j'avais entendu dire que certains pays, pour se protéger justement d'invasion de microparticules, cherchaient à avoir des anti-fouling justement pouvant neutraliser les bactéries ou autres. Oui, c'est possible. Ça, c'est un gros souci environnemental, le fait qu'on transporte des espèces en fait de port en port. Ça, c'est ce qui fait aussi que pendant, en fait, les industriels qui vendaient l'étain en ont usé et abusé, c'est-à-dire qu'ils ont dit que si on leur interdisait l'étain du jour au lendemain, en fait, les bateaux allaient tous être sales, très sales, donc on aurait des effets donc, sur la consommation, etc., mais aussi on allait propager des espèces partout. Donc ça a été, dans les années 2000, c'était vraiment ce qui était utilisé en fait par l'industrie de la peinture pour gagner du temps. Bon, ça s'entend d'ailleurs comme argument. Et on sait que c'est un vrai problème. Alors c'est un vrai problème pour le macrofouling, donc les espèces, les algues ou les choses comme ça. On en entend moins parler pour le microfouling, tout ce qui est bactéries et microalgues, on n'entend pas parler d'espèces invasives. Mais ouais, c'est une des conséquences des bateaux sales. Donc, c'est pas étonnant que les ports soient très attentifs à ça. Bonjour. Est-ce qu'il existe des recherches actuellement sur le fait de faire de la carène une surface de culture en acceptant l'existence de ce biofilm, mais qui serait propre à repousser l'installation de tous les organismes de taille plus importante et qui pose plus de problèmes pour les frottements dans l'eau? Ça, c'est ce qu'on appelle la stratégie du biofilm positif. C'est-à-dire qu'on choisit, en fait, on sélectionne les organismes qu'on fait adhérer sur la surface. Alors, c'est utilisé en agroalimentaire. C'est-à-dire qu'en agroalimentaire, ils vont faire en sorte que les surfaces soient colonisées par des bactéries qui ne sont pas pathogènes et qui vont occuper le terrain pour que les bactéries pathogènes ne puissent pas adhérer. Le problème que nous, on a, c'est qu'on ne maîtrise pas du tout notre environnement. Et que pour l'instant, moi, en tout cas, je n'ai rien vu à ce sujet-là. Mais bon. Et comment faire en sorte que... à la limite, on va développer ça pour si jamais ça marche, pour le port dans lequel on travaille, et puis le bateau il va changer de port et ça ne va plus fonctionner. Donc, moi, j'y crois moins, mais après, peut-être que ce sera possible. On trouvera peut-être une solution de ce type-là. Il faut tout essayer de toute façon. Oui. J'ai cru remarquer que l'ensoleillement aussi avait un facteur sur
le niveau de salissure. Oui, alors l'ensoleillement joue beaucoup sur tous les organismes à base de chlorophylle, donc les algues, essentiellement les algues et les microalgues. On voit bien qu'une plaque qui est exposée au soleil et une plaque qui n'est pas exposée au soleil n'aura pas en fait la même colonisation. C'est vrai aussi pour la profondeur, en fait, ça joue par rapport à la profondeur. Donc, parce qu'on a les mêmes soucis sur tous les hydroliennes qui vont être immergées. Alors là, on ne sait pas trop ce qui pousse dessus. Au départ, ils nous disaient qu'il n'y a rien qui va pousser, puis au final, ils ont vu que ça poussait bien quand même. Mais c'est clair que ce n'est pas la même chose que ce qui pousse à la surface. Donc en effet, tout ça, ça joue. Bonsoir madame. Bonsoir. Moi d'abord je voulais vous remercier parce que c'est quand même très très intéressant tout ce qu'on vient de voir. Et puis si on est là, c'est parce qu'on espère tous un jour avoir des anti-fouling propres. Alors, on a été un petit peu, moi je suis resté un petit peu sur ma faim comme probablement beaucoup d'entre nous quand vous avez abordé les slides là, sur la recherche et sur les comparaisons avec ce qui existe dans le milieu naturel. Ouais. Et si vous voulez bien, je vais vous poser une question naïve de ma part, mais dont la réponse est probablement très compliquée. C'est pourquoi, à toute condition de vie égale par ailleurs, un crabe dormeur pris à Watt, par exemple, a une carapace qui est toujours propre, et juste à côté, à 1 mètre, on a une araignée qui, elle, est pleine d'algues, et c'est pour ça qu'on les appelle les mousses. Est-ce qu'on a compris pourquoi ? La carapace du crabe est plutôt lisse. La carapace de votre araignée, elle ne l'est pas du tout. Donc déjà, rien que sur la topographie de la surface, déjà, ça joue. Après, je ne sais pas ce qu'ils ont. Il n'y a pas quelque chose de plus subtil là-dedans ? Ah, peut-être, sûrement, mais on n'a pas été... Parce que si nos carènes, quand vous avez abordé l'état de surface, si on duplique strictement à l'identique l'état de surface d'un dormeur sur une carène, est-ce qu'on va obtenir un état de propreté impeccable ? Non. 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 Déjà, donc, on aura de la peine à le faire. Il y a quelque chose qu'on n'a pas compris. Il y a sûrement autre chose, mais on n'a pas été chercher. Ouais. Qu'on n'a pas trouvé, en effet. Mais on n'a pas tout trouvé, heureusement. Peut-être qu'il se déplace plus vite, j'en sais rien. D'accord. Et les nanotechnologies, est-ce qu'on y pense dans le domaine ? Alors, les nanotechnologies, ajouter des nanocharges, on en a parlé déjà, ajouter des nanocharges dans nos revêtements, on a eu tout de suite, même de la part de l'industriel qui fournit ces nanocharges, comme on est dans un environnement qui n'est pas maîtrisé, on ne sait pas comment ça va se disséminer dans l'environnement, il a clairement dit non, en fait. À partir du moment où il y avait un risque de relargage dans l'environnement, il nous a dit que c'était pas responsable. Donc ça a été tout de suite un non. Après, l'aspect nanométrique, on va jouer uniquement sur la topographie. Et là, pour l'instant, les résultats sont extrêmement contradictoires. On ne sait pas si l'échelle nanométrique est en fait pertinente ou pas. Et peut-être que pour notre crabe et notre tourteau et notre araignée, je pense qu'il y a quand même de ça. Il n'y a pas que ça, mais il y a quand même ça. Oui, j'ai vu récemment un système d'anti-fouling basé sur une sorte de moquette très très fine qui est collée sur la coque. Ouais. C'est le principe de faire une surface qui ne va pas se mouiller. Mais alors ça nécessite un nettoyage régulier, certainement. Oui, vraisemblablement. Et surtout, je ne sais pas comment ça se répare, je ne sais pas comment ça s'enlève. Voilà, le problème, c'est les joints, c'est la propreté des collages. Ouais. Mais le principe, c'est ça. Une moquette très fine, c'est pour avoir en fait une couche d'air. Une couche d'air qui va protéger. Après, Donc c'est du pipeau, cette histoire. Ah, je dis pas. Je ne vais pas vous donner mon avis. Je ne suis pas là pour vous donner mon avis sur les solutions commerciales. Je ne vais pas prendre ce risque. Oui, non, vous avez parlé des hydroliennes. Enfin, je sais pas, on a vu récemment les hydroliennes de Bréa, quand on les a sorties, donc, qui étaient effectivement recouvertes de balanes, avec des quantités colossales. Ouais. Donc, est-ce qu'on a une solution en vue ou parce que j'ai vu aussi qu'au Canada, quand Naval Group a immergé ces hydroliennes, il semblerait qu'il ait mis tellement de biocides que toute la faune a crevé autour. Je
Je crois qu'on s'interroge toujours, mais donc il semblerait qu'il y ait de vrais problèmes autour de ces antifouling et de la protection de ces hydroliennes. Oui. Et puis je crois qu'aussi au niveau des éoliennes, alors là, moi, je ne suis pas du tout un spécialiste, j'ai entendu parler aussi des pylônes en aluminium qui posaient aussi de gros problèmes. Comme les structures offshore, ouais. Bon, alors là, je sais. En fait, nous, on essaye de persuader les gens qui font de la recherche dans le domaine des hydroliennes qu'il faut en effet réfléchir à une solution anti-fouling éco-responsable. Et pour l'instant, ils nous répondent on n'en est pas rendu là. En fait, ils sont plus sur la conception de leur engin, sur la façon de récupérer l'énergie, de la transférer à terre, sur la durabilité même de leur structure, indépendamment en fait, du fouling. Au départ, ils nous disaient ça ne salira pas parce qu'on est au fond. Bon, ils se sont rendus compte que ce n'était pas vrai. Ils savent qu'ils auront ce problème-là à gérer. Mais actuellement, en fait, ils n'en sont pas rendus là. Hein, clairement, c'est ce qu'on nous a dit. On nous a dit on viendra vous voir un peu plus tard. Donc j'espère que ce ne sera pas trop tard, qu'on ait le temps qu'on ne sera pas à la retraite. Ouais. Moi, je pense qu'on a le temps. Mais voilà, quoi. Mais il y a un souci. Mais ils veulent, par contre, des solutions sans biocide. Ça, c'est clair. Et l'usine marémotrice sur la Rance? Ah ouais, ça, je me suis jamais... Je pense qu'il y a énormément de courant, ce qui fait que ça doit... Et puis, ils entretiennent... Ils doivent quand même bien frotter, bien nettoyer. Ouais, donc, c'est facile à nettoyer pour eux. Enfin, entre guillemets, c'est plus facile qu'une hydrolienne qui a 50 mètres de fond. Où ils ne veulent absolument pas intervenir, en fait. Pour la Rance, le problème n'a strictement rien à voir, puisqu'on a des cellules qui sont indépendantes. Les cellules, on peut les mettre à l'air libre pour la maintenance. Alors que lorsque les hydroliennes sont au fond, il faut absolument les sortir pour les maintenir s'il y a des problèmes de panne. Mais donc, puisqu'on est à l'UBS, enfin, je poserai une petite question. Comment l'UBS, enfin, ou son chargé d'études, peut-il annoncer que les hydroliennes du Golfe et du Morbihan produiraient 7% de l'électricité des besoins en électricité de la population du pays de Vannes, des 130 000 habitants du pays de Vannes, parce que moi je pense que personne n'est capable d'annoncer de tels chiffres. Donc on a vu ça récemment dans la presse. Enfin, moi j'ai envoyé un message au chargé d'études en question. J'attends toujours sa réponse. C'est peut-être un peu hors sujet, mais... Je ne peux pas vous répondre. Je pense que Karine, elle ne doit même pas forcément comprendre à qui vous avez envoyé le courrier. Alors moi, je sais, mais... Non, moi, Donc, je pense qu'on pourrait y répondre éventuellement ultérieurement. D'autres questions? Bon, je ne voudrais pas choquer la biologiste que vous êtes, mais finalement, on peut peut-être prendre le problème à l'envers, enfin, sous un autre angle, je dirais. En ce qui concerne la plaisance, à ce moment-là, la solution, au moins temporairement, en attendant de trouver quelque chose d'efficace, si un jour on trouve, c'est de faciliter le nettoyage des coques d'une manière beaucoup plus pratique et fréquente. Il y a des solutions de ce type-là. Et pour l'instant, les solutions... Moi, je ne trouve pas ça très pratique. Et notamment, on se heurte à l'administration qui, pour l'instant, dit ah oui, mais attention, comment on va contrôler ça bon, voilà. Donc, association de plaisanciers, nous, on est plutôt sur la préconisation de faciliter le nettoyage. Alors, le problème, c'est que souvent, vous avez des bateaux qui ont déjà des couches d'anti-fouling. Et que si vous vous amusez à les frotter et les nettoyer, en fait, là, vous allez libérer énormément de molécules. Donc, il faut l'enlever, quoi. Donc, en effet, je pense que c'est aussi pour ça qu'on ne vous incite pas trop à venir frotter vos coques. Parce que vous allez créer une pollution peut-être relativement importante avec les systèmes existants sur vos bateaux. Pas de questions à ce sujet. Pourquoi pas. Après, moi, je ne sais pas quelles sont leurs contraintes, elles en ont sûrement, je ne sais pas. Je peux pas vous dire. Oui, s'il vous plaît. Est-ce que tous ces animaux sont sensibles à la musique? Alors, je ne sais pas quoi vous dire. Mais on a eu une personne qui est venue nous voir pour... C'était quoi, les huîtres? Et le jazz. Soi-disant que jouer du jazz dans les parcs ostréicoles, ça favorisait leur croissance. Parce que justement, les huîtres captaient les ondes. C'est la seule info que j'ai par rapport à la musique sur les organismes marins, du type qui pourrait nous intéresser. On n'a jamais essayé, ça je ne peux pas vous dire.
Alors, bon, pour le jazz, c'est tout à fait le style, c'est ce que la musique, bon, je vais m'arrêter là. Mais par contre, est-ce que les ondes sonores, donc les ondes sonores se dispersent dans le liquide? Est-ce qu'on pourrait fabriquer un sifflet? Alors, sûrement, mais ça génère une pollution aussi. Oui, mais si vous voulez, la pollution serait juste... je ne sais pas, parce que même pour les hydroliennes, ils se posent vraiment déjà des soucis par rapport à ça. Là, c'est parce que c'est... Je ne sais pas. J'ai rien vu là-dessus. Hydro-acousticien peut-être, j'en sais rien, je ne sais pas. C'est une pollution comme une autre. Karine, ça fait à peu près 40 minutes que tu réponds des questions. Je n'ai même pas eu l'idée d'offrir un verre d'eau à Karine. Donc une ou deux questions et puis on pourra poursuivre éventuellement avec le conférencier à l'issue parce que c'est comme si on repassait un examen là, avec un jury qui est finalement assez dynamique. Hein. Oui, encore une question. Je voulais que vous reveniez sur la pollution générée par le nettoyage. Vous persistez, vous affirmez que quand on nettoie avec une éponge de façon douce pour régulièrement enlever le biofilm sur une matrice dure, on pollue le milieu? Alors non. Ça dépend comment vous frottez, ça dépend de la matrice que vous avez sur votre bateau. Voilà. Donc ça dépend de beaucoup de choses finalement. Ça dépend aussi de l'âge de votre matrice. Même si c'est une matrice dure, votre polymère il va au final quand même se dégrader, vieillir, il va se fragiliser. Donc ça dépend de tout plein de paramètres. Mais si vous prenez, on va dire, une matrice dure récente, relativement récente, et que vous venez juste passer une éponge, j'imagine que le relargage n'est pas énorme. Mais si elle est un peu vieillissante et que vous frottez un peu plus, oui, vous aurez un relargage, forcément. Ouais. De toute façon, déjà, nous, quand on fait nos tests de lixiviation, en fait, on se rend compte, on mène nos cylindres en fait, dans de l'eau, en position statique. Et après, on fait tourner nos cylindres à une certaine vitesse pour mimer 10 ou 15 nœuds, je crois. Et on regarde ce qui se libère. Et clairement, rien que le fait de changer, de mettre en rotation quelques minutes notre cylindre, on voit qu'on a un pic de libération des biocides. Donc sans y toucher, on ne fait que bouger. Déjà, donc, quand vous sortez du port avec votre bateau, vous libérez des biocides. Des biocides. Ah, oui. Oui, voilà. Si vous en avez dans vos peintures, vous les libérez. C'est fait pour ça. Donc, normalement, on conçoit pour que ça libère. Donc, forcément, dès que vous bougez, dès que vous touchez, c'est fait pour libérer. Même en statique, normalement. On a moins d'activité, mais dès qu'il y a un stress en surface, eh bien, que ce soit le courant ou que ce soit votre éponge, en fait, ça va favoriser la libération. Je pense qu'on va terminer sur ce commentaire. Merci Karine, merci au public pour toutes les questions, parce que c'est...